Fawzia Farida Cherfi, pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'avaient pas eu l'occasion de vous voir lors de votre premier passage ici, vous aviez déjà consacré un livre à la religion. Vous revenez avec un autre livre consacré à l'islam. Sacrée question. Alors, c'est toujours bien de le rappeler. Qu'est-ce qui vous, femme de science, professeur à l'Université de Tunis, vous a amené un jour à vous pencher sur toutes ces questions qui sont liées à l'islam, à la pratique religieuse? Cette question de l'islam, elle s'est posée à moi en tant que physicienne à la Faculté des sciences de Tunis, déjà dans les années 70, quand mes étudiants refusaient le principe d'une vitesse de la lumière avec une valeur finie, etc. Et là, je me suis interrogée sur le fait que comment des étudiants scientifiques pouvaient comme ça tenir tête, entre guillemets, à Einstein et considérer qu'Einstein s'était trompé. Et donc, petit à petit, j'ai réalisé le poids de l'islam politique sur la formation de nos jeunes, au lycée, à l'université, et le fait que l'islam politique, qui est une idéologie pour moi, qui n'est pas du tout... Pour moi, c'est un discours politique, bien sûr, qui s'appuie sur l'islam et qui fait que, vous voyez, nos étudiants ont une vision déformée de ce qu'est la connaissance, la science, etc., alors que la science a été très présente dans le monde arabo-musulman pendant plusieurs siècles. Justement, vous allez décider alors de replonger aux racines, aux sources de l'islam. Mais d'abord, peut-être un mot sur ce point sur lequel vous insistez dans ce livre, à savoir que, comment justifier, dites-vous, que les hadiths et la charia constituent trop souvent l'essentiel en fait, du référentiel islamique. Ça veut dire quoi? Que beaucoup ont tendance, et notamment ceux qui veulent faire de l'islam un courant politique, ont tendance à trop axer sur les hadiths, c'est-à-dire, au fond, la manière dont vivait le prophète, et ça a souvent été rapporté, parfois déformé. Beaucoup plus le fait que ça a été rapporté, effectivement, les hadiths, donc ce sont les actes et dires du prophète. La charia, c'est le droit islamique. Et il faut savoir que, finalement, quand on parle de hadith et de droit islamique, c'est ce que les hommes ont construit. Ouais. Et j'ose le dire, ce que les hommes ont construit. Bon, ça fait partie d'un corpus de textes qui est dans la culture traditionnelle, mais qui fait oublier malheureusement ce que dit le Coran. Et le Coran ne dit pas « tuer l'apostat ». L'apostasie est quelque chose qui est dite dans la charia, mais qui n'existe pas dans le texte coranique. On dit aussi il faut que les femmes adultères soient lapidées. Ouais. Mais le Coran ne dit pas que les femmes adultères doivent être lapidées. Donc vous voyez qu'il y a une déformation du message prophétique dans tout ce corpus de textes construit par des hommes 1 siècle et demi, 2 siècles après la mort du prophète. Et ça, je crois que ça nous amène à considérer qu'il y a dans nos traditions, peut-être, à repenser tout cela et avoir un regard critique, relire. Relire aussi, c'est ce que vous avez fait, les penseurs arabes, les juristes, les islamologues, les historiens. Voilà. Quels sont les enseignements que vous tirez de ce travail? Alors, l'enseignement que je tire de ce travail, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup d'islam, de démocratie, islam et liberté, etc., et moi, j'ai eu envie d'écrire un livre sur l'islam, alors que je ne suis pas du tout, je n'ai pas la compétence pour être islamologue ou théologienne. Mais c'était beaucoup plus pour parler d'un islam dont on n'entend pas parler. Ouais. C'est toujours cette question de visibilité, parce que maintenant, malheureusement, les événements à l'échelle mondiale nous font parler de et aujourd'hui, en Tunisie, où en est-on justement depuis le départ de Ben Ali, Fawzia Cherfi? Aujourd'hui, mais juste un mot sur cet islam, je crois qu'il faut faire face à cet islam qui est véhiculé par Internet et qui n'est pas du tout l'islam apaisé, l'islam qui prône la liberté et la responsabilité. Et il suffit de lire quelques versets du Coran pour savoir qu'effectivement, le Coran appelle le musulman à être responsable et libre. Et mais la majorité pratique cet islam-là que vous appelez de vos voeux aujourd'hui, y compris en Tunisie. La majorité pratique parce qu'il y a aussi une domination. Et puisque vous parlez de Ben Ali, il est vrai que malheureusement, les régimes politiques
n'ont pas vraiment encouragé les hommes libres, les penseurs libres, de donner à leur voix et à leurs explications toute l'importance qu'on pouvait donner.